Bonjour à tous. On croise énormément de cartes géographiques, dans la presse, sur des manuels scolaires, sur des blogs, sur tout type de site internet. Et la carte la plus courante est certainement la carte Choropleth. Il s'agit de cartes qui représentent des quantités relatives à des aires géographiques, ce qu'on appelle des entités spatiales. En clair, on va colorier différents espaces avec des couleurs ou des valeurs différentes d'une même couleur pour représenter ces variations d'une donnée. Pour faire ces représentations, un Français du nom Charles Dupin a imaginé au début du XIXe siècle d'utiliser des échelles de tons gradués, c'est-à-dire de faire des groupes d'entités spatiales auxquelles on va attribuer un ton. Le problème, c'est que pour faire une échelle de tons gradués, par exemple du rouge clair au rouge foncé, il faut décider de découper notre série de données à des endroits bien précis pour savoir à quel groupe va appartenir telle ou telle entité spatiale. On imagine bien que pour une même série de données, le choix d'une méthode de découpage plutôt qu'une autre va aboutir à des cartes qui peuvent être assez différentes. On peut ainsi voir apparaître des résultats qui ne proviennent en fait que d'un mauvais choix de découpage. Alors en fait, on ne va pas parler de découpage quand on va parler de ces méthodes, mais on va parler de discrétisation. Pour choisir la bonne méthode de discrétisation adaptée à la série de données qu'on veut représenter, on va se baser sur la distribution de la variable. On y reviendra plus tard, mais avant de rentrer dans le détail des différentes méthodes existantes, on va rappeler quelques règles de base de la cartographie en général, mais aussi des règles de base pour les méthodes de discrétisation en particulier. Pour rappel, les variables ne sont pas toutes de même nature ou de même type. On les différencie en fonction de la nature et de leur type, parce que c'est avec cette identification-là qu'on va savoir quelle variable visuelle il faut utiliser en cartographie. Comme on l'a dit, on s'intéresse aujourd'hui aux cartes Choropleth, qui vont utiliser une variation de valeur, par exemple du rouge clair au rouge foncé. Je précise au passage qu'il faut éviter une erreur courante faite en géographie. La variation de valeur ne doit utiliser qu'une seule couleur dont on fait varier l'intensité. Donc une variation du jaune au rouge n'est pas une variation de valeur et n'est pas adaptée aux cartes qu'on étudie aujourd'hui. C'est donc les variables quantitatives continues qui seront représentées par des variations de valeur. On distingue d'un côté les variables continues issues d'un calcul, comme les densités de population, les pourcentages, qui sont représentées par une variation de valeur ou de trame. Dans ces deux cas d'ailleurs, il est nécessaire de faire une discrétisation. D'un autre côté, on a les variables continues issues d'une mesure, qui, quand elles représentent une mesure abstraite, comme les températures par exemple, seront également représentées par une variation de valeur. Lorsqu'on choisit d'utiliser une variation de valeur, il faut se poser un certain nombre de questions préalables. Qu'est-ce que je peux faire exactement avec ma variable? Est-ce que je peux enlever des valeurs extrêmes qui m'empêchent d'avoir des classes pertinentes? Combien de classes je dois faire? En fait, certaines règles de base doivent toujours être respectées. On ne peut pas exclure des valeurs de la représentation. Toutes les entités spatiales doivent appartenir à un groupe défini en légende. Il faut donc prendre en compte toute l'étendue de la distribution, c'est la première règle. Ensuite, une entité spatiale ne peut appartenir qu'à une seule et même classe. Il ne peut donc pas y avoir de chevauchement entre les classes. Précisons au passage que cette règle est valable également sur les bornes de classe qu'on va définir. C'est pourquoi il faut toujours faire apparaître des bornes avec des crochets d'inclusion ou d'exclusion sur les légendes des cartes. Troisièmement, une discrétisation ne doit pas créer de classe vide, c'est-à-dire attribuer une valeur qui ne correspondrait à aucune entité spatiale. L'application de certaines méthodes de calcul automatique de bornes de classe peut créer des classes vides. Il faut alors soit adapter la méthode, soit la changer. Il faut ensuite éviter de faire de trop gros déséquilibres entre les classes. On imagine bien que sur une carte qui représenterait les 100 départements français, une discrétisation qui regrouperait dans une seule classe 90 départements ne montrerait pas grand-chose. Enfin, il faut définir un nombre de classes adaptées. Alors, vous allez me dire, un nombre de classes adaptées, ça peut être très subjectif. Alors, oui et non. Il existe des méthodes pour cadrer le nombre de classes, mais ces méthodes doivent être adaptées en fonction de la carte, mais aussi en fonction de l'objectif qu'on va fixer à notre carte en termes de communication. Je m'explique. En termes de méthode de cadrage du nombre de classes, il existe plusieurs formules qui permettent de déterminer le nombre optimal de classes, soit à partir du nombre d'entités spatiales, comme les indices de Brooks-Kauter, de Hunsberger, de Strages, soit à partir des indices de dispersion de la variable à cartographier, c'est-à-dire basés sur l'amplitude, ou l'écart type, ou le coefficient interquartier. On peut citer par exemple les indices de Scott ou de Friedman-Diaconis. Quand on compare ces différentes méthodes
pour un cas théorique de 30 entités spatiales, on se rend compte que le nombre de classes proposées pour chaque méthode connaît de très grandes variations. Certaines méthodes proposent même des solutions irréalistes à 3 classes, ce qui est trop peu pour une carte choropleth. Ces différentes méthodes sont donc à prendre avec circonspection. Le plus connu et le plus employé de ces différents indices est certainement l'indice de Hunsberger. Quand on le teste pour des nombres d'entités spatiales différents, on constate que le nombre de classes varie du simple au triple. Pour le cas de 22 entités spatiales, comme les régions françaises, l'indice nous propose 5 classes, pour l'exemple des départements, 8 classes. Pour les intercommunalités françaises, qui sont 1256 à ce jour, l'optimum serait à 11 classes, selon l'indice de Hunsberger. Et pour les communes, qui sont 34 968 aujourd'hui, l'indice propose 16 classes. Et c'est là que l'objectif de la carte que vous devez représenter va entrer en jeu. Soit vous souhaitez qu'on puisse lire l'appartenance de chaque entité à une classe précise, soit vous souhaitez représenter des tendances, souvent parce que le nombre d'entités spatiales est tellement grand qu'on renonce à lire avec précision l'appartenance d'une entité précise à une classe en particulier. Dans le cas d'une carte des départements, par exemple, il peut paraître intéressant de pouvoir savoir à quelle classe appartient tel ou tel département avec précision. On a ici une carte qui représente le taux de pauvreté en France. Dans ce cas-là, il faudra limiter le nombre de classes. En fait, l'œil humain n'arrive pas à différencier en lecture plus de 7 classes de valeurs différentes. On devra donc, dans ces cas-là, limiter le nombre de classes à 7 au maximum. Je vous rappelle que l'indice de Hunsberger, pour une classe des départements, nous suggérait de faire une discrétisation à 8 classes, ce qui dans ce cas-là est trop élevé. Dans cet autre exemple, qui cartographie le prix médian de l'immobilier en France à l'échelle des intercommunalités, on comprend que ce n'est pas la lecture directe d'une entité spatiale en particulier qui nous intéresse, mais les tendances de répartition des prix d'immobilier. On peut donc réaliser une discrétisation de plus de 7 classes, ce n'est pas forcément gênant. Cette carte présente ici une discrétisation en 12 classes qui représente avec plus de fidélité la diversité des données de départ. En fait, le nombre de classes va aussi être en partie déterminé par la méthode de discrétisation qu'on va choisir. Et pour choisir cette méthode, on ne va plus se baser sur le nombre d'entités spatiales, mais sur la distribution statistique de notre variable. Alors, je ne vais pas revenir ici sur les méthodes de représentation des distributions statistiques, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais il existe déjà plusieurs tutoriels assez bien faits pour vous expliquer comment faire ça très simplement sur Excel ou pour les visualiser directement sur les logiciels de cartographie automatique. Le premier type de courbe qu'on rencontre très fréquemment en sciences sociales est ce qu'on appelle une courbe de Gauss, représentée souvent classiquement en forme de cloche en fréquence simple, et en courbe en S, comme ici, en courbe des fréquences cumulées. Cette courbe correspond la plupart du temps aux distributions des classes d'âge, des catégories socio-professionnelles ou des répartitions de types de logements, par exemple, quand ils sont tous ramenés à des pourcentages. Nous avons représenté ici le taux de personnes âgées de 25 à 64 ans en France à l'échelle des intercommunalités. Pour appliquer une discrétisation sur ce genre de distribution, on applique ce qu'on appelle une méthode standard. Cette méthode se base sur la moyenne et l'écart type de la distribution. Chaque amplitude de classe est déterminée en fonction de l'écart type auquel on adjoint un coefficient multiplicateur alpha. Dans cet exemple, alpha est égal à 1, donc chaque amplitude de classe est en fait égale à l'écart type lui-même. Et on va pouvoir ainsi déterminer les bornes de classe réparties de part et d'autre de la moyenne, en ajoutant ou soustrayant à chaque fois l'écart type pondéré par le facteur alpha par rapport à la limite de classe précédente. On génère ainsi une discrétisation en 10 classes dans le cas présent, en fonction de la distribution, et même en gardant un alpha égal à 1, on peut trouver un nombre de classes différent. Quand on regarde les effectifs de chaque classe, c'est-à-dire le nombre d'entités spatiales présentes dans chaque classe créée, on s'aperçoit que certaines classes affichent des effectifs particulièrement bas. Ce n'est pas toujours le cas. Si les effectifs des classes générées sont suffisamment importants, on peut s'arrêter là et appliquer cette méthode de manière automatique. Dans le cas présent, des effectifs très bas ne justifient pas de créer une classe à part entière. Dans ce cas-là, deux possibilités s'offrent à nous. Soit on augmente le facteur alpha, ce qui aura pour effet d'augmenter les amplitudes de classe et regrouper plus d'entités spatiales dans chaque classe, soit on regroupe les classes des valeurs extrêmes fortes et des valeurs extrêmes faibles. Dans le cas présent, il faudrait regrouper plusieurs classes et la discrétisation ainsi effectuée ne compterait plus que 6 classes. Étant donné que nous avons plus de 1000 entités spatiales, on souhaite conserver un nombre de classes un peu plus élevé. On va donc effectuer une modification en 2 temps.
Dans un premier temps, on va au contraire réduire le facteur alpha pour générer un plus grand nombre de classes. Ici, on a passé le coefficient alpha à 0,6, ce qui génère en fait 15 classes. On constate que les effectifs très faibles des classes extrêmes est toujours présent, voire encore plus marqué. Il y a même des classes qui apparaissent avec un effectif à 0, donc des classes vides, ce qui va à l'encontre des règles édictées plus tôt. Puis finalement, nous, on va garder cette discrétisation, mais en regroupant les classes extrêmes dans une même classe. On regroupe ainsi les 5 classes extrêmes dans les valeurs faibles et les 3 classes extrêmes dans les valeurs fortes. Cette méthode présente 2 avantages. Premièrement, elle va attribuer des valeurs plus marquées aux classes centrales, ce qui permettra de mieux les différencier. Deuxièmement, elle règle le problème des classes extrêmes à effectifs faibles. On génère ainsi une discrétisation à 9 classes, inférieure au nombre de classes suggérées par l'indice de Hunsberger, donc on reste dans les clous, et qui permettent de différencier les valeurs centrales tout en mettant en évidence les valeurs extrêmes. On voit les résultats de cette discrétisation sur cette carte, qui reste lisible, tout en affichant un grand niveau de détail dans la représentation des données. Le deuxième type de courbe qu'on rencontre souvent en sciences sociales correspond à une courbe de Pareto. Elle correspond par exemple aux données de densité de population. L'exemple ici représente la fréquence cumulée de la densité de population à l'échelle des intercommunalités en France. On applique dans ces cas-là la méthode dite par progression géométrique. Méthodologiquement, elle repose sur un principe en fait assez simple. Faire des classes de faible amplitude pour les valeurs faibles et augmenter l'amplitude des classes quand on augmente les valeurs de la variable. Pour effectuer une telle opération, on fixe les limites de classe en multipliant la borne précédente par le facteur multiplicatif R qu'on appelle la raison de progression. Cette raison se calcule à partir du maximum et du minimum de la variable et du nombre de classes souhaitées. Dans le cas présent, nous rencontrons à nouveau une distribution qui pose problème avec une valeur extrême qui se situe très loin des autres valeurs. Je prends ici volontairement ce cas problématique parce que quand on traite des valeurs sur la France, cette configuration est très fréquente en raison de la primatialité importante de Paris ou de l'Île-de-France sur le reste du territoire national. Cela génère en permanence des discrétisations qui sont composées de classes vides ou à très faible effectif. Deux possibilités sont alors à envisager. Soit on recommence la même opération en enlevant la valeur extrême, soit on discrétise en regroupant les classes extrêmes au sein d'une seule et même classe. On voit alors que la répartition des entités spatiales est satisfaisante et qu'aucune classe ne paraît regrouper un nombre trop faible d'entités. La carte ainsi produite met en évidence les espaces de forte densité et les espaces au contraire peu peuplés. On voit ainsi apparaître la fameuse diagonale du vide, toujours d'actualité aujourd'hui. On rencontre d'autres distributions statistiques en sciences sociales, moins courantes pourtant. Il arrive parfois qu'on en rencontre à certaines échelles bien spécifiques des fréquences cumulées qui présentent une progression presque constante. La courbe des fréquences cumulées, dans ce cas-là, est censée approcher une forme de droite. La courbe que vous voyez ici représente la fréquence cumulée du taux d'ouvriers à Marseille à l'échelle des iris. Les iris sont des entités spatiales qui sont déterminées au départ pour regrouper une population d'environ 2000 habitants. Lorsqu'on rencontre ce type de courbe, on applique normalement une discrétisation par effectifs égaux. Le principe est que chaque classe doit contenir le même nombre d'entités spatiales, autrement dit, on fixe les limites de classe aux valeurs correspondant à des intervalles réguliers sur l'axe des ordonnées, représentant la fréquence cumulée. L'effectif de chaque classe est donc égal au nombre total d'entités spatiales divisé par le nombre de classes souhaitées. Les effectifs ainsi obtenus sont bien répartis de manière régulière. On est sûr par l'application de cette méthode de ne pas avoir de classe vide ou qui concernerait trop peu d'entités spatiales. On a ici opté pour une discrétisation en 7 classes, parce que le nombre d'iris à Marseille est plus faible que le nombre d'intercommunalités représentées sur les cartes précédentes. Voilà la carte que l'on obtient avec cette méthode. Je profite de cette carte d'ailleurs pour vous faire remarquer qu'il est d'usage de faire apparaître directement dans la légende la méthode de discrétisation employée, ce qui est une vraie clé de lecture en fait pour la personne qui souhaite étudier un tel document iconographique seul. La série statistique vue précédemment s'approchait d'une droite mais ne correspondait pas tout à fait à la forme attendue. Dans ce cas, on aurait pu opter pour une autre méthode, la discrétisation par l'algorithme de Jenks. Cette méthode est normalement employée
lorsque la courbe des fréquences cumulées ne ressemble à aucune forme facilement identifiable. Son principe est simple, même si l'algorithme en lui-même est assez compliqué. Cet algorithme cherche les meilleures bornes de classe de manière à maximiser la variance interclasse et minimiser la variance intraclasse. En clair, l'algorithme cherche la solution optimale pour que le contenu de chaque classe soit le plus cohérent possible et que les classes soient très différentes entre elles. Si on reprend la même variable que précédemment et qu'on applique l'algorithme de Jenks, on obtient un résultat qui diffère légèrement de la méthode précédente, sans aller complètement à l'encontre des résultats déjà obtenus. La répartition par classe des différents effectifs montre d'ailleurs une répartition tout à fait satisfaisante. La carte présente d'ailleurs, et c'est bien normal, de fortes similitudes avec la précédente. D'autres méthodes existent et on pourrait tout à fait en imaginer une nouvelle. On parle parfois de discrétisation par amplitude égale. Mais si cette méthode est appliquée au bon cas, si elle est prise sur les bonnes variables, elle donne globalement les mêmes résultats que la méthode par effectifs égaux. Vous pouvez aussi trouver parfois la méthode des moyennes emboîtées. Alors, pour être tout à fait franc, j'ai choisi de ne pas la montrer ici, parce qu'en presque 20 ans de travail de recherche et de cartographie, je n'ai jamais rencontré un jeu de données qui s'y prête. Alors ça doit certainement exister, mais inventer une méthode pour un cas exceptionnel de temps en temps est tout à fait discutable. Par contre, l'ensemble de ces méthodes peuvent s'adapter. On peut envisager, sur des séries particulières, de regrouper certaines valeurs extrêmes pour ne garder qu'une partie de la distribution qui, elle, peut correspondre à une forme connue. Et auquel cas, on va mettre ces valeurs extrêmes dans une classe à part. Pour conclure, rappelez-vous qu'il est toujours préférable de choisir une méthode de discrétisation automatique. Premièrement, parce que ça évite de se référer à un jugement subjectif qui pourrait amener à choisir des bornes de classe pour montrer un résultat qu'on aurait aimé voir apparaître, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. Deuxièmement, parce que deux cartes réalisées avec la même méthode de discrétisation, mais sur des jeux de données différents, peuvent être comparées directement, ce qui n'est pas le cas en employant des méthodes différentes. Je vous souhaite de bonnes cartographies et de garder le cap sur le point géographique du jour. Merci.